Bonjour Yannick. Bonjour Eric. Donc aujourd'hui, on va essayer, à travers non seulement notre ouvrage Tierra Marica, qui est paru aux éditions Leitmotiv, Mm, mais aussi Dravidian Catharsis, qui est paru quasiment en même temps aux éditions Le Mulet, c'est ça. d'approfondir ta technique photographique et au-delà de la technique, bien sûr, ce qui t'anime, Oui. ce qui fait que tu vas vers ces sujets-là. Mm. Donc pour Tierra Marica, tu peux nous raconter en quelques mots la genèse du sujet et la façon dont tu l'as abordé? Euh, En fait, c'est au travail de Dravidian Catharsis, qui n'était pas encore fini d'ailleurs. Mais je cherchais un pendant européen à ce que je vivais en Inde. Euh, et donc j'ai fait des recherches toutes bêtes sur Internet en tapant rite païen Europe sur Google. Il faut peut-être préciser que c'est vraiment cette comment dire, généalogie-là que tu recherches sans cesse dans tes travaux photographiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'ordre du païen, qu'est-ce qui est de l'ordre du sauvage. C'est ça, comme Oui, ça que tu le définirais. oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la continuité de ce que. En fait, si tu veux revenir vraiment bien avant, la- la- c'est l'émulation qui s'est créée quand je travaillais sur Dravidian Catharsis et mon monde intérieur. Espèce de connexion qui s'est faite entre les rites que je pouvais voir et dont j'en comprenais une part des symboles ou de la symbolique et qui était très actif, c'était très actif en moi. Et donc il y avait des réponses intérieures à ce que je voyais à l'extérieur. Donc c'est un vrai dialogue entre ma photographie et qui je suis comme personne. Et là, j'ai vu que ça faisait sens en moi, que d'aller vers ça, ça me, comment je pourrais dire, ça me donnait une identité, mais une identité profonde. Euh, Par exemple, en Inde, les rites aux déesses, surtout dans le sud de l'Inde, c'est très fort. La symbolique du féminin, qu'on appelle Shakti, énergie, est très actif, très active. C'est très puissant. Et en fait, je voyais qu'il y avait une part de moi de féminin qui s'activait quand je travaillais là-dessus. Et donc là, il y a un dialogue qui s'installe. Juste un exemple. C'est juste un exemple. Et donc, pour revenir après et pour commencer Tierra Marica, est-ce que ces symboles que j'ai ressentis en Inde existent ailleurs? Et plus on lit de livres, plus on trouve des choses, quoi. Et de par le monde, je trouvais des choses. Et là, j'avais envie de me concentrer sur l'Europe. Et donc, je fais cette recherche sur Internet et je tombe sur un homme feuillu, très mauvaise photo, mais dont le personnage m'a tout de suite parlé. Ce côté sauvage, ce côté animal aussi, parce que c'était un homme feuillu, mais il y avait un côté animal dans la posture, et qui m'a tout de suite interpellé. Et, euh, et après, j'ai appelé un ami espagnol, il m'a dit que ça se passait près de chez lui, et donc j'y suis allé. C'était en 2017. D'accord, avec déjà l'intuition que sans doute cet arbre cachait la forêt de tout ce qu'il y aurait comme masque, etc. Exactement, Ouais. exactement, parce qu'après j'ai fait ce premier travail, donc c'était en Cantabrie, dans le village de Silio, Mhm. et c'était en 2017. Et, Et tout de suite, le nombre de personnages qu'il y avait, à peu près une quarantaine de personnages, tous impressionnants, vraiment impressionnants. Par exemple, non, non, après, ça comme l'homme mousse, j'ai pris l'homme mousse ou l'homme arbre qui est posé contre le mur. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un travail possible un- de camouflage aussi, un côté camouflage où je pouvais jouer. Par exemple, sur cette photo de l'arbre, qui était très intéressant pour moi, parce que j'ai toujours l'obsession de la matière. Et là, c'est un pur travail sur la matière et un travail sur l'esprit. Et en fait, après cette série sur la Cantabrie, je me suis dit, je vais le faire, je vais continuer. Je ne sais pas comment, mais... Et donc ça m'a obsédé pendant des mois, des mois et des mois. Et quand je suis rentré en France, après 15 ans d'Inde, j'ai foncé. J'ai tout de suite foncé en Espagne et au Portugal. D'accord. Progressivement, tu t'es rendu compte qu'il y avait donc une sorte de cousinage comme ça dans beaucoup de villages en Espagne, Oui, dans lesquels
même si ce n'était pas tout à fait les mêmes rites, il y avait une sorte de disparition de l'humain dans des costumes végétaux, animaux, qui les fondent complètement. Ce qui me frappe quand on parle, c'est qu'on ne sait plus si c'est un enfant, une femme ou un homme qui est derrière le costume. Ouais, c'est très intéressant. Ça, c'est une des questions phares de la série et même de mon travail en général. La question de l'identité, la question du personnage social, la persona. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais là, c'est encore plus profond. On va chercher l'archaïque, l'identité archaïque. Donc, c'est comme un docteur. Un docteur, s'il joue pas le rôle de docteur, on va le prendre pour un faux. Donc, tout le monde joue un peu du théâtre. Et c'est primordial pour une vie en société. On ne peut pas se montrer à 100% tel qu'on est. C'est juste impossible. Tout le monde serait fou, quoi. Donc, il y a ce travail sur ces questions-là qui est joué, mais en pointant le côté plus sauvage et d'où on vient, qui on est, mais de ce côté archaïque dont je parlais tout à l'heure. Tu entends dans ce que tu dis le paradoxe, c'est-à-dire que C'est un plus on paradoxe. se déguise, plus on devient soi-même. Je pense qu'il y a une liberté de cet ordre-là. Je pense que le carnaval ou les rites carnavalesques ou la mascarade peuvent exprimer des choses qu'on n'aurait pas l'occasion d'exprimer autrement. Et donc il y a une forme de liberté d'expression là-dedans, mais de soi. La liberté, est-ce qu'elle n'est pas simplement du fait qu'on n'est pas reconnaissable? Donc du coup qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est possible, c'est possible. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup d'animalité qui est exprimée durant ces rites. Beaucoup d'agressions, de violences physiques, sexuelles. Et ça, c'est des choses qui ont besoin de sortir à un moment donné. Et les rites permettent cette catharsis, à exprimer ces choses-là et à les canaliser. Je pense que c'est très important pour une société de canaliser ces archétypes. Et justement, là, tu reparles de catharsis, hein, Ouais. reprenant le titre de Ouais. Dravidian Catharsis. Et on peut tout de même voir qu'il y a une évolution dans ta façon d'aborder ces rites entre l'Inde et l'Espagne. C'est-à-dire qu'en Inde, tu sembles être plus au cœur des actions et du coup d'une forme d'agitation qui t'oblige à photographier dans le mouvement. Ouais. Tandis que là, en Espagne, de façon beaucoup plus continue, tu isoles souvent le personnage Oui. de la masse, enfin de la foule. Oui, bah c'est la vraie différence entre ces deux, entre ces deux livres, même s'il y en a un peu dans Dravidian Catharsis. Ce qui m'intéressait, c'était l'archétype même, Oui. dans Tierra Marica. C'était l'arbre, le buisson, le sanglier, l'oiseau, le monstre qui fait peur. Ces choses-là qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'ai travaillé de cette manière-là. Ça aurait pu être développé en élargissant le champ, je pense. Mais ça aurait demandé beaucoup de temps parce que c'est assez chaotique pour construire ce travail. Et du coup, quand tu es... J'étais un peu dans l'urgence sur ce Ouais. travail-là. Ouais, vraiment. Pourquoi? J'avais des choses à exprimer. C'était important d'aller vite pour exprimer ces choses-là. Ici. Tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il était important d'exprimer vite? Tu parles pas du temps même du carnaval. Oui. Ouais, c'est très personnel. C'était la douleur liée à la perte de l'Inde. Donc, c'était des choses qu'il fallait que j'exprime assez rapidement et retrouver un équilibre par rapport à qui je suis comme personne. Et donc, l'expression, ça m'a servi un peu comme une espèce de thérapie. Et il fallait que ça soit rapide. Comment j'arrive à rebondir après un moment difficile de sa vie, comment on arrive à rebondir. Et il fallait que ça aille vite. Voilà. En fait, c'est une sorte de sas pour revenir en Europe. Oui. C'est-à-dire que ça exprimait encore un peu de l'Inde Ouais. et ça te permettait de revenir. Ouais, et puis ça me permet aussi de rebondir sur ce qui va se passer après. C'était comme un travail tampon très important pour moi. C'est un travail tampon, mais très important. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'ensemble
comment toi tu envisages justement ce grand œuvre, entre guillemets, je ne sais pas comment Ouais. Je ne sais pas si ça va continuer encore très longtemps, mais l'obsession du moment, c'est oui, c'est le travail d'après. Et le travail d'après, on en a parlé la dernière fois, ça s'appelle Pagan Poem. Et c'est d'élargir le champ de ces questions-là, je veux dire, plus géographiquement plus large, quoi. En Indonésie, en Inde, encore en Europe, peut-être aux États-Unis, en Angleterre, avec beaucoup plus de symbolique et plus de connexion avec les religions primordiales ou ancestrales. Je mets tout en un parce que pour moi c'est lié, c'est la même religion. Ce que Guénon appelait les religions. bien avant finalement les religions. En fait, on voit que quand on s'intéresse à la symbolique, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc élargir le champ de ça, voilà. En Donc, sortant du temps du carnaval. en sortant, ça pourrait être sur le carnaval, ça peut être aussi un carnaval moderne, peu importe, c'est l'esprit qui est important. Et c'est cet esprit-là que je veux encore véhiculer pour Comment la tu prochaine série. définirais cet esprit? Quelles en sont quelles en sont les tensions et quels en sont les soutiens en fait? Cet esprit païen, cet esprit païen, Ouais. comment tu le définis? Comment je le définis? C'est une question très complexe. Euh, je crois que c'est très important de revenir à la nature et de retrouver la nature qu'on a en soi. Et c'est ça que je veux exprimer. Je veux revenir par ce biais-là. Il faut que ça fasse peur, parce que ce côté-là en nous fait peur. Mais c'est ce qui ne nous empêche pas d'être des barbares. On est des barbares. La civilisation, je sais plus, je crois que c'est un réalisateur qui s'appelait Sam Peckinpah qui disait ça, qui disait la civilisation est un stade avancé de la barbarie. Et je pense que si on retrouvait plus de nature en nous, en étant moderne, on peut être moderne et retrouver la nature en soi, on pourra avancer un petit peu plus loin. Donc j'aime pas trop parler de ça, mais c'est ça le fond. Il y a un peu de ça dans le fond. Ouais. On a un bout de nature qui vient de monter sur la table. Bienvenue. Ce que je me demande aussi, et on en a parlé en préambule juste avant de démarrer cette interview, c'est aussi cette qui peut paraître un petit peu là aussi étonnant de montrer la nature en noir et blanc, c'est-à-dire faire ce travail en noir et blanc, en finalement se dégageant de tout le foisonnement de couleurs qui sont exprimées dans les costumes, dans la nature, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi peut-être un peu plus pourquoi tu restes sur ce fil directeur noir et blanc depuis le début de ce travail? Le noir et blanc, c'est mon moyen d'expression. C'est comme ça que j'ai appris la photographie. Et c'est quelque chose que j'ai développé sur plus de 20 ans maintenant, où j'affine mon expression technique et plein d'autres choses. Pourquoi j'ai pas changé, pourquoi je ne suis pas passé à la couleur, c'est très simple, parce que c'est lié au sujet. Il y a un côté intemporel dans le noir et blanc, et il y a un côté intemporel dans le sujet de mes séries photographiques, dans mes projets. Et c'est lié. Et donc il y a une espèce de dialogue qui s'installe entre le fait que ça soit en noir et blanc, et son côté intemporel, et le côté intemporel aussi de mes sujets. Intemporel, pour toi, veut dire qu'il y a un siècle, tu aurais pu faire à peu près les mêmes photographies. Oui, complètement. Ouais, en Espagne comme en Inde. Oui. Ouais. Il y aurait eu des variations de matière et des choses comme ça, mais je pense que c'était possible. Ouais, ouais. Du coup, même jusqu'à l'Antiquité, en fait. Oui. Même plus loin. Mais pourquoi la photographie? Les maisons n'étaient pas tout à fait pareilles, peut-être les costumes étaient un peu différents, on n'était pas couverts de la même façon.
Mais oui, c'est ça que tu veux dire. C'est que, quelle que soit l'avancée de la civilisation, il y a une forme de résistance qui s'inscrit dans ces rites-là. Et c'est ça que tu vas chercher. Ah oui, complètement. Complètement. C'est une forme de résistance. Ouais. Ouais. Et maintenant, tu voudrais en quelque sorte en faire une forme d'inventaire. Non, pas vraiment. Non. Ah non. En tout cas, savoir où ça existe. Il n'y a pas cette idée d'inventaire. J'aurais pu faire un inventaire, il y en a d'autres qui le font. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours le symbole véhiculé par le sujet qui m'intéresse. Donc, des fois, il y a des symboles qui ne m'intéressent pas du tout ou des personnages qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, c'est vraiment le côté païen et sauvage, là, pour l'instant, qui m'intéresse à exprimer. Donc ceux-là, tu vas les rechercher. Il faut que ça soit un Ouais. principe actif avec qui je suis. Il faut que ça résonne en moi. Si ça résonne Mmh. pas en moi, voilà. Donc je peux pas. Il y a des personnages d'ours par exemple en Espagne qui m'intéressent pas du tout. Pourtant c'est le personnage central Mmh. des rites en Espagne. Mais j'en ai pas rencontré qui m'aient parlé quoi. Donc qui m'ont parlé. Donc voilà quoi. On va essayer d'approfondir ça parce que c'est le truc le plus intéressant finalement. C'est qu'est-ce qui fait écho et résonance, comment ça se manifeste chez toi. C'est-à-dire tu es face à une scène, euh, est-ce que c'est une sensation qui monte en toi, Oui. qui fait que tu deviens comme en transe ou... Ah ça devient obsessionnel. Hmm. Ça devient complètement obsessionnel. Il faut que j'ai la photo, il faut que j'exprime ça, quoi. Donc je le vois, je le perçois, et après, il faut la photo, il faut la bonne photo Hmm. qui arrive à exprimer ce que je peux ressentir. Donc j'espère, je ne sais pas, mais j'espère que cette charge, j'arrive aussi à la véhiculer dans mes tirages ou dans les livres. Tu vois, Ouais. que cette charge, que les gens ressentent cette charge. Ce moment où il y a cette étincelle qui se produit Ah, en ouais, moi, ouais. liée au sujet, que j'espère arriver à la véhiculer. Quoi. Ouais. Mais ce qui est difficile peut-être pour toi d'exprimer, et ce qui nous intrigue beaucoup, c'est comment ça se manifeste. C'est-à-dire que tu es environné de plein de choses qui se passent de tous les côtés. Ouais. Et d'un seul coup, il y a plus un personnage Qui va m'attirer. qui va t'attirer, voilà. Ouais. Et du coup, tu oublies sans doute plus ou moins tout le reste. Est-ce que les sons s'estompent? Et est-ce que tu focalises tous tes sens juste sur ce que tu essayes d'exprimer? Ouais. Oui. Ouais, il y a un côté comme ça. Après, je ne sais pas si j'oublie le son ou l'ambiance générale. Non, je suis happé par, le, par ça plutôt qu'autre chose. Ouais, il y a une vraie, il y a une vraie obsession. Je ne peux pas dire d'autres Mm. mots. Quoi. Il y a une espèce comme ça, des démons qui m'attirent et il faut que j'ai cette photo. Quoi. Et comment sais-tu si tu l'as eu? On ne sait jamais. On ne sait jamais. En plus, je travaille en argentique. Donc, l'argentique, on ne sait jamais avant d'avoir développé le film. Et ce que je Ouais. veux dire, c'est comment et pourquoi tu t'arrêtes dans ton obsession. Ah, je comprends. Parce que je pourrais pousser, tu veux dire, je pourrais pousser à chaque fois, Et aller ne plus pas loin. savoir que tu es passé par la bonne photo. Bah, une fois que tu l'as vu, tu sais que Mais tu es ça se passé à passe côté. souvent si vite. Non, je veux dire, tu fais la photo, tu penses l'avoir ou pas, peu importe, mais après, bon, bah, tu vois ta planche contact et tu vois que tu l'as eu ou Mais pas. ça, c'est bien, Et bien, c'est bien bien après. après. Ouais. Donc, il y a des choses où tu dois revenir, Mhm. la chercher. Ce qui arrive très peu, en fait. D'accord. Donc, on peut toujours avoir des meilleures photos, toujours. Donc, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, quoi. C'est comme faire un livre, quoi. Mhm. On pourrait toujours le rendre meilleur, mais il y aura toujours Mhm. des petits détails, des défauts et machin, et il faut l'accepter en tant que tel. Alors, il y a une chose très intrigante que tu as dit tout à l'heure, juste avant aussi qu'on commence l'entretien, c'est que tu prends énormément de temps Ouais, avant de regarder ce que tu as fait. ouais, C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, vu l'obsession et le caractère quasi urgent quelquefois de tes reportages, que vite rentrer chez toi, tu développes ouais. pour vérifier. Non, pas du tout. Pas Ouais, du tout. pas du tout, du tout. Non, il y a Ouais. un moment où je laisse. Je laisse m'insérer mon esprit. Les soirs avant d'aller me coucher, je me remémore les
les séquences, les moments de vie, les rencontres. Et puis, je laisse mon imaginaire euh, entrevoir ce que j'ai pu prendre, en fait. Je ne sais pas si je suis Si, très si, clair, ça mais... veut dire qu'au moins, c'est, comment dire, Et donc, ce laps de temps est très, très beau aussi. dans cette Très... suspension, Ouais. tu peux douter que tu as réussi ou douter que tu as raté. Exactement. Donc, il y a toujours l'espoir. Donc, c'est Mm. très beau aussi à vivre. Tu te maintiens dans une sorte de purgatoire. C'est pas aussi... J'en souffre pas. Pas du tout. Au Ouais, contraire. ouais. Ouais, ouais. C'est bien de laisser refroidir. Mm, Et ça permet de prendre du recul après aussi quand on fait la sélection. mm. Et de se dire, avoir la force de se dire, bah, celle-là, non, je suis passé à côté. Ouais. Il y a un côté objectif aussi, parce que j'ai des connaissances de la photographie qui peuvent me permettre de dire si elle est bonne ou elle est mauvaise, la photo. Le problème qui se passe quand c'est frais, c'est qu'on est très attaché au moment où on a pris la photo. Très attaché sur le moment, les instants, les gens qu'on a rencontrés et tout ça. Et donc il y a une charge affective qui est forte et qui crée des interférences pour la sélection. T'as absolument raison. Donc laisser ce laps de temps Ouais. permet d'aider à évacuer tout ce côté sentimental. Et garder que ce qu'il y a vraiment dans le cadre. Oui, pour l'expression, c'est ça qui est important. C'est la passation, c'est celui qui va regarder la photo, il faut qu'il le toucher d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'essaye de faire, de faire des images qui restent. Donc il y a un travail là-dessus et donc il faut qu'il y ait cette passation, quoi. Je ne suis pas un chanteur dans ma salle de bain, quoi. J'essaie de donner aux autres ce que moi je perçois, quoi. C'est une forme de sagesse intuitive parce que beaucoup de photographes ont effectivement ce dilemme, c'est-à-dire que, comment dire, ils comprennent pas quelquefois en montrant une photo qu'on ne voit pas ce qu'il n'y a pas dedans, Ouais, ouais, parce que eux, ils ont vu tout ce qui est hors cadre. ouais, Effectivement, en laissant refroidir longtemps, ouais, tu en arrives toi-même à être presque étranger à ta propre image, ouais. et du coup, tu regardes vraiment ce qu'il y a dans le cadre, c'est Ouais, ça ouais. que je pense. Ouais, ouais, mais Tu as oublié petit à petit le ouais, hors-champ. ça aide. Mais après, on fait toujours, même en faisant ça, il y a encore des erreurs. Il y a des photos où, voilà, j'y tiens et finalement, non. Ouais. Mais je l'accepte plus facilement à m'en détacher après. Quand on a fait l'editing ensemble, enfin le travail sur le chemin de fer et autres, de sélection, tu m'as ramené à l'essence de ce que je voulais exprimer et que j'avais eu tendance à oublier. Et c'est important le regard des autres aussi. Mais c'est quand est-ce qu'on l'arrête aussi, le regard des autres? Parce qu'après, on peut s'y perdre aussi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Est-ce qu'il y a des images qui te manquent dans ce livre? Ouais, il y a beaucoup d'images qui manquent, je pense. Il y a beaucoup plus. Il aurait fallu un tout petit peu plus de paysages, je pense. Et de personnages liés, des personnages carnavalesques. Peut-être des images un peu plus surprenantes prises sur le vif, que ça soit plus équilibré entre le posé et pris sur le vif. C'est ce qui me manque un peu à ce travail. C'est ce que je pense. Mais c'est Mais, aussi que mais il est très bien comme ça. mais c'est aussi que tu en as fait beaucoup moins des prises de vue sur le vif, Ouais. sur ce travail-là qu'en Inde. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Parce que c'est vers la fin où j'ai commencé vraiment à en faire. Le problème aussi que j'ai rencontré, c'est que l'environnement en Espagne n'est pas le même qu'en Inde. L'environnement en Inde, quand on prend sur le vif, il y a beaucoup moins d'interférences visuelles qu'en Europe. Les casquettes ou des choses comme ça, les téléphones et donc les voitures. Donc il y a beaucoup de choses comme ça en Europe. Et donc c'est aussi comment on arrive à choper des choses comme ça sans qu'il y ait cette interférence du monde moderne. Ouais, ouais. J'ai C'est- tout de même l'intuition, en comparant ta manière de faire en Inde et ta manière de faire en Espagne, qu'en Inde, comment on pourrait exprimer ça simplement, que tu as plus, pour exprimer ça bêtement, tu as plus confiance dans ta bonne étoile en Inde que tu as eu confiance dans ta bonne étoile en Espagne. Je veux dire par là que tu as pris, à mon sens, beaucoup plus de risques pour traverser la foule et pour arriver au détail qui va culminer, Ouais. qu'en Espagne, où il y a quand même une forme de
de certitude dans le cadre, beaucoup plus mesuré, Ouais, réfléchi. très bien vu. Mm. Tu as complètement compris comment j'ai opéré. Oui. En Inde, j'avais du temps. Et c'était ma vie. C'était ma vie. 15 ans en immersion. Totalement, quoi. Alors que là, je suis un personnage extérieur qui vient se greffer et très bien accueilli. Mais il n'y a plus cette... je suis moins infusé. Enfin, je suis moins... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais sur place et où il y a une maturation qui se fait. C'est je passe et je prends des photos. Mm. Ce qui change complètement la donne. Donc, quand les choses se passent, et c'est très furtif, ou quand j'arrive à attraper un personnage pour le faire poser, ou s'il pose lui-même, c'est des laps de temps de moins d'une minute des fois. Mm. Donc il faut être précis. Mm. Il faut être très précis. Alors qu'en Inde, c'est plus aléatoire. Et puis les surprises sont beaucoup plus nombreuses parce qu'il y a beaucoup plus de monde, parce que c'est plus chaotique. C'est juste remettre de l'ordre dans le chaos, mais il se passe toujours quelque chose. Alors que là, j'ai une minute pour opérer. Donc il faut que ça soit ciselé, quoi. Dans un entretien précédent, tu disais que la clé peut-être de la bonne photographie, c'était, parce que je te demandais déjà dans un entretien précédent si tu te sentais en immersion complète, en phase avec les personnes qui défilaient devant ton appareil, et tu disais, il faut avoir, la clé c'est d'avoir un pied dedans dans la photo et un pied dehors dans ce qui se passe. Est-ce que c'est donc la même dose en Inde et en Espagne? Oui, ça reste de cet ordre. En fait, quand je voulais dire un pied dedans, un pied dehors, je ne sais plus c'est qui disait ça, mais ce que je trouvais intéressant, c'est de ne pas être complètement en immersion, parce que sinon on oublie qu'on est photographe. Mais on n'est pas, on est aussi un être humain et aussi le sujet est 50% de la chose. Donc il faut aussi ce pas dedans, quoi. Et bon, Et le 50% autre? je veux dire, tu as, un pas en arrière, enfin, tu as un pas dehors pour dire, pour pas être trop inclus dans ce que tu vois. Sinon, tu n'arrives plus à faire des photos. Et quand tu es trop dedans aussi, tu n'y arrives plus parce que tu es happé par le truc. Donc, c'est trouver cet équilibre. Je ne sais pas si c'est très Et clair. est-ce que tu as eu des moments de bascule où tu as eu l'impression, il faut que je revienne en arrière, sinon En Inde. En Inde. En Inde, complètement. Et même, on m'a proposé de participer à des rites et j'ai refusé pour cette question-là, parce que je suis photographe. Tu ne veux pas poser ton appareil et participer. Voilà. Pour l'expérience, tu ne veux pas le faire. Voilà, parce que je suis photographe. D'accord. Je me sens plus utile comme ça, à exprimer ces choses-là, que de participer. Je suis photographe, quoi. D'accord. D'accord. Tu gardes toujours ton appareil, en fait, avec toi. Ouais, ouais, ouais. Et il est arrivé que les tambours ou l'énergie qui m'entoure me fassent tourner la tête. Et donc là, je sors, comme je t'avais dit auparavant. Il faut sortir. Parce que il m'est arrivé de faire 500, 600 bornes, rester 3-4 jours et pas avoir une image parce que j'ai été trop happé par... C'était trop intense. C'était trop intense et j'étais pris dedans et il n'y a plus de photos. Donc je reviens, je me dis, attends, t'es photographe ou t'es shivaïte? D'accord. Ah, D'accord. je suis les deux. Donc, Ok. Ok. Donc tu as quand même fait des expériences de rituel sans appareil? jamais, Jamais? jamais. Il me faut un appareil. D'accord. Et ça ne fait pas de moi un spectateur, ça me fait de moi un acteur. Je ne suis pas un spectateur quand je fais ça. Je me sens vraiment inclus dans la... Et d'ailleurs, si on veut des bonnes photos, je pense que c'est important aussi qu'on soit complètement acteur aussi, qu'on se sente en symbiose avec ce qui se passe. Si on est juste un spectateur avec son appareil et on passe comme ça, Bah, c'est il bien manque de l'âme, quoi. Je suis d'accord. C'est bien ce que tu éclairais au début de l'entretien, c'est-à-dire cette sorte de résonance et d'écho. Ça Ouais. a lieu, ce C'est qui a ça. lieu à l'extérieur est finalement que la figuration concrète de ce que tu vis à C'est l'intérieur. ça. C'est ça. Et tout ça pour
une passation à celui qui va regarder l'image aussi derrière. Ouais. Tu y penses? Pas quand je fais les photos, mais quand je la sélectionne et quand je la vois et que ça arrive à exprimer ce que je ressens, là je me dis oui, il faut que ça touche, il faut que ça questionne au moins, que ça questionne dans un premier temps, que ça touche esthétiquement, parce que c'est aussi la photographie, il y a une question esthétique, on ne peut pas se mentir, qui est très importante. Mais c'est cette énergie qu'on a envie de transmettre. Il faut que ça soit, il faut que, même si ça fait peur, ou ça, tu vois, les gens sont un peu, oh, c'est quoi ce truc? Ou des fois, wow, c'est génial. Il faut que ça fasse quelque chose. Sinon. Tu voudrais que ça soit au même niveau d'intensité que ce que toi tu ressens sur place quand tu fais l'image? C'est plutôt. Comment j'arrive à concentrer, en fait. C'est comme un entonnoir, quoi. Et ça me traverse. Il y a tellement d'informations et je canalise ça, et puis je te donne ça, quoi. C'est plutôt comme ça. Alors c'est très imagé là, mais c'est un peu ce que je ressens. Une image est juste. Ouais. Ok, très très bien, Yannick. Je pense qu'on a fait un voyage aussi. On a réussi à transmettre peut-être des choses qui sont souvent indicibles. Est-ce que tu veux dire autre chose encore sur Tiramarika ou sur tes perspectives de travail? C'est un travail qui... Tiramarika est un travail très important pour moi, surtout vu la conjoncture, quoi. Vu la conjoncture, on est focalisé sur la pandémie, on est focalisé... c'est un moment très dur pour les gens, mais il ne faut pas oublier que la vie, elle est... je crois que la vie, elle est... On ne peut pas avoir le grappin sur la vie. Enfin, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et il y a une multitude de manières de vivre. Et là, j'en montre une. Ça me parle. Ça montre d'autres perspectives. Et c'est intéressant d'aller découvrir les autres perspectives. De ne pas rester focalisé sur un truc, mais d'aller voir ailleurs, en soi ou à l'extérieur. Ouais. Il nous faut de la culture, hein, pour tout le monde. On en a besoin plus que jamais. Ouais. Merci Yannick Merci pour ce bel entretien. Merci.